Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour la dernière critique du cycle des pirates, La planète au trésor, un film sorti en 2002 de Ron Clements et John Musker, les réalisateurs de Bernard et Bianca, La Petite Sirène ou Aladdin. C'est un film inspiré du récit d'aventure écrit par Robert Louis Stevenson, publié en 1883. C'est un film qui a coûté très cher, 140 millions de dollars. Il en a rapporté 109 dans le monde, puis avec les sorties DVD, il en a rapporté au final environ 170. Il a eu aussi d'assez bonnes critiques en général. Il dure 1h35, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h35 ? Eh bien, c'est Jim Hawkins qui trouve une carte au trésor et qui va partir à l'aventure, bien entendu avec plein de personnages. Long John Silver qui va avoir de l'affection pour ce petit bonhomme, et donc il va y avoir une grande aventure. Vraiment, c'est le récit d'aventure avec des pirates. Je ne connaissais pas le film, j'en connaissais la réputation, et je connaissais bien entendu ce plan spectaculaire avec la lune, mais je l'avais pas vu à sa sortie, et donc je l'ai vu quelques temps après, et j'ai vraiment adoré. Donc ça va être une critique sous le coup de l'émotion, une critique pas du tout objective, mais je ferai de mon mieux. Mais en fait non, je veux vraiment vous parler du film, vous parler aussi d'un peu de sa conception, c'est important, et bien sûr conclure la critique en lui donnant une excellente note, bien entendu. Non mais j'ai vraiment aimé ce film, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film suit vraiment le livre dans son thème principal, parce que dans la conscience populaire, l'île au trésor trace son chemin sur quand même deux quiproquos importants. Et l'un de ces quiproquos, c'est que ce serait une histoire pour les enfants, et ce n'est pas le cas. Le film est décrit pour des personnes plus âgées, se remémorant ses aventures comme un adolescent. Donc dans la version live de Disney, mais aussi celle de la MGM, les acteurs engagés pour jouer Jim Hawkins, eh bien c'était des gamins. Et ça a altéré la dynamique de l'histoire, et quand John Musker et Ron Clements réalisèrent leur version, ils avaient tout à fait compris les fondements de l'histoire. L'île au trésor de Stevenson, eh bien ça a été modifié, puisque ici, les planètes remplacent les îles. Avec un scénario bien sûr modifié, c'est très stimulant de prendre un roman classique et de le porter dans un univers de science-fiction, dans l'espace, pour en faire un film un petit peu moderne. Et c'est vrai que Disney à la science-fiction, c'est pas forcément ce qu'on a tout de suite en tête. Bon, c'est vrai qu'on avait des exemples comme Tron ou Le Trou Noir, mais en animation, faire une histoire plus forte pour les enfants, comme le livre l'était pour les enfants de l'époque, c'est pas gagné, et donc ils ont fait un mix assez étrange entre une histoire classique, vraiment un récit classique, et un traitement moderne, à la Star Wars. C'est l'île au trésor comme jamais vu auparavant. Une volonté de créer un univers avec beaucoup de vie. En France et en Belgique, le film est sous-titré « Un nouvel univers ». Donc ça veut tout dire, probablement pour ne pas offenser les grands amateurs de littérature qui seraient choqués de voir un livre de piraterie ainsi métamorphosé en œuvre futuriste. Le Nostalgia Critique n'avait d'ailleurs pas compris ce trip des bateaux volants et des planètes. Mais c'est que le pauvre, il fait de la critique de films depuis 2008 et il se rend même pas compte que c'est du steampunk. Mais ça me fait chier s'il est même pas capable d'avoir un petit regard rétrospectif et de se documenter tout simplement. C'est aussi pour ça que je cherche beaucoup d'informations, parce qu'après ça nous donne des délires, voilà, du Doug Walker qui dit n'importe quoi sur le film, alors qu'il suffit même d'aller sur IMDb, on a plein d'informations. Non mais c'est hallucinant ça. Moi, ça me tue, encore une fois, c'est de l'extrémisme et je déteste ça. Je suis extrême contre les extrémistes en fait, mais ça me tue. C'est pourtant assez simple. On peut y déceler aussi une petite influence de tout ce qui gravite autour de l'univers de Terry Gilliam. C'est de la pure science-fiction contre la physique. C'est un univers dans lequel il y a de l'oxygène. Ce n'est pas l'espace en fait. C'est un océan avec de la vie, avec des baleines qui passent comme ça, qui sont en train de voler. Ça fait bien sûr penser à Fantasia 2000. C'est classique dans sa structure, avec des mécaniques assez vieilles dans le récit, mais qui servent le film d'aventure pleinement et l'action. C'est un récit d'initiation entre le futur, stylistiquement, et une époque ancienne avec des costumes. C'est un futur alternatif, avec l'action à la fin, un climax final assez frustrant,
lorsqu'il découvre le trésor, eh bien il y a un manque de méchants. Enfin, on aurait peut-être souhaité une confrontation finale entre Jim et Long John, peut-être un peu plus, mais en fait, le vrai climax se place à un autre endroit, à un choix, avec un vrai suspense vers la fin du film, quand ils doivent sortir de la planète. C'est un film avec de vrais enjeux, mais ce sont des enjeux qui sont plus romanesques, plus classiques, qu'on pourrait le souhaiter comme ça dans une histoire des années 2000. Avec le scénario, ils ont pris beaucoup de liberté, combiné futurisme et rétro. Les scénaristes sont les mêmes que ceux de Pirates des Caraïbes, Ted Elliott et Terry Rossio, qui ont aidé à la création de l'histoire, mais je dirais que c'est un scénario qui est peut-être pas aussi divertissant que le film l'est visuellement. C'est peut-être un film trop politiquement correct, avec de la dédramatisation constante, et on se doute un peu du final classique, du classique happy end. À cela s'ajoutent des personnages qui véhiculent des fonctions. Il n'y a que 2 humains dans le film. La planète au trésor donc véhicule un caractère racial. On s'identifie au personnage parce qu'on montre que c'est le seul humain dans un univers bourré d'aliens. Donc là, on pointe du doigt particulièrement le personnage auquel on doit s'identifier. Il y a des sidekicks, et je suis pas du tout fan des sidekicks dans les films, surtout dans les derniers films de Disney. Et ici, on a Ben Gunn, qui est un robot saoulant, mais oh mon dieu, je suis vraiment pas du tout fan de cette version de Ben Gunn. C'est un comique très marqué, c'est très très dommage. Et il y a au contraire les adjuvants qui sont plutôt intéressants. Il y a la figure des mentors. Monsieur Trelawney et le docteur Livesey ont fusionné pour un docteur Dumpler, qui est un comique de service au début du film, sur lequel va après se rajouter Ben Gunn, donc là ça devient trop. On a le Capitaine Amelia, qui fait un peu penser à Megara, dans sa façon de parler. Normal, les réalisateurs sont les mêmes. C'est un personnage féministe, et nous avons des opposants, comme le crabe, je me rappelle plus, je crois que c'est l'équivalent d'Israel Hans dans le film. On a Jim Hawkins, et on va s'identifier à lui parce que déjà c'est un humain, mais aussi parce que il surfe dans le ciel et c'est cool. Il a un blouson noir et une coupe de cheveux, ça fait radical, ça fait rebelle, voilà. Alors on montre un personnage débrouillard, malin comme un singe, comme dit Long John Silver dans la version avec Charlton Heston. Jim, dans le livre, est assez jeune et dans le film, il est déjà beaucoup plus âgé. Il ressemble à un délinquant. C'est un personnage qui fonctionne avec un trouble, un père absent, et donc il ne sait pas vraiment où aller, ce qu'il doit faire, et le transfert de paternité se fait sur Silver. C'est un film pour les adolescents, je dirais pas pour les enfants. Et c'est là que le film a péché au niveau du marketing, parce que les marketing, ils ont fait, ouais, c'est pour les enfants, bam, enfants. Mais les enfants, en fait, je pense qu'ils ont eu du mal avec ce film, parce que ce sont pas des enjeux d'enfants par rapport à Jim Hawkins. Le film est franchement, à mon avis, pour des ados, pour des personnes qui ont déjà un peu plus mûri, qui sont peut-être en confrontation avec leurs parents. C'est en cela que Jim, justement, quitte le cocon familial et se confronte à un père qu'il trahit en même temps qu'il aide, et voilà, il y a beaucoup plus d'ambiguïté. Alors, les ados, je pense, peuvent beaucoup plus s'identifier à Jim Hawkins, parce qu'il est en confrontation avec Long John Silver, le rôle le plus intéressant, comme je l'avais dit déjà, mi-sauvage, mi-sage, une demi-teinte qui balance entre son affection pour Jim et la frénésie de la piraterie, un cyborg, un être hybride, donc vraiment un être de l'entre-deux. C'est le mentor, le deuxième père, toujours ce père absent, n'est-ce pas, à travers Disney, qui montre son affection pour Jim à travers une séquence chantée qui est formidable. Il est accompagné encore une fois, d'un petit sidekick, enfin d'un sidekick, d'une espèce de petit truc qui fait marrer, quoi, qui... Le morve là, sorte de perroquet du futur. Mais c'est ça en fait, c'est le perroquet du futur, complètement innocent, qui veut juste jouer. C'est vraiment le petit chien-chien. Hein. Ça manque éventuellement de romance, ou pas. Enfin, il y en a une petite. C'est-à-dire la relation entre le docteur Dompler et Amelia. Mais dans l'ensemble, quand même, au-delà de ça, les relations entre les personnages sont bien. Il y en a peut-être un peu trop. On aurait voulu en savoir peut-être davantage sur eux, par exemple sur le capitaine Amelia. Pour ma part, je trouve que j'aurais voulu en savoir un peu plus, l'avoir dans un tout petit peu plus de scènes, mais dans l'ensemble, c'est quand même un équilibre qui est bien maintenu. Ce n'est pas facile, bien sûr,
mais c'est quand même un assez bon film pour ce qui concerne les personnages, et en ce qui concerne la mise en scène, c'est toujours un truc assez fou. Alors c'est un projet que Ron Clements avait déjà en 1985, il en avait eu l'idée, mais la technologie n'était pas encore assez performante au moment où il l'imaginait. Alors justement, il fallait convaincre le studio que c'était une bonne affaire, donc ils ont fait la petite sirène, alors c'est dit ok, non. Ok, alors ils ont fait Aladdin, alors c'est bon? Non. Alors il dit bon ok, avec Hercule, alors ok, ils ont fait Hercule, alors là c'est bon, ok. Alors là c'était parti pour l'animation de La Planète au Trésor, et il y a eu plus de 1000 personnes dessus. En tout cas, vous avez les 1000 personnes au générique de fin, c'est monumental. Il y a eu énormément de musiciens, énormément de techniciens, d'artistes. Il y a eu aussi beaucoup d'animateurs pour les seuls personnages. Il y a eu 16 animateurs pour Jim Hawkins, parce que c'est celui qui apparaît le plus à l'écran. 12 pour Silver et 5 pour Amelia et Doppler. Pour Morph, il y a eu 2 gars. Ça dépendait en fait de leur présence à l'écran. Une équipe d'animateurs pour chaque personnage avec un superviseur par équipe. Il aura fallu 4 ans et demi pour la création du film, le développement des personnages, ils ont fait plein de tests, il y a eu des maquettes, c'est-à-dire des petites statues des personnages pour l'animation. Le premier film à utiliser des maquettes, c'était Pinocchio, donc la tradition remonte à très très loin, et ces maquettes en disaient déjà long sur la personnalité des personnages, et allaient inspirer les acteurs pour le rôle. La création graphique du personnage de Silver, c'est un savant mélange entre le dessin, la sculpture et l'animation 3D. Le bras du cyborg est créé par ordinateur. Nous avons aussi le Deep Canva, que nous avions déjà vu dans Tarzan, c'est-à-dire un background à 360 degrés avec des lieux virtuels développés donc pour Tarzan, et on avait vu aussi pour Aladdin, combiné à l'animation traditionnelle des personnages pour faire une image avec une vraie perception de profondeur. Une possibilité de placer la caméra à peu près où on veut en fait, et la manœuvrer, donc ça permet des mouvements de fou. Et à cela est ajoutée une esthétique en général bien colorée, les couleurs sont chaudes dans le film, c'est le point fort du film, très clairement, son environnement esthétique. Et on commence à voir malheureusement un petit peu de CGI un peu partout, qui a un petit peu mal vieilli. C'est vrai que les plans où on a des effets spéciaux par ordinateur, ça picote un petit peu. Alors un bon effet spécial par ordinateur, c'est un effet qui ne se voit pas. Mais là, c'est un film qui a pris de l'âge, et sur un grand écran, on voit les effets par ordinateur, mais ça reste ultra impressionnant. La lune, non mais franchement, la lune, toutes les bandes annonces comportaient ce plan. Je crois même que le premier teaser, le premier plan, c'était la lune. C'était vraiment la grande attraction du film. Alors imaginez ce plan en IMAX, enfin c'est un truc de malade quoi. Avec ce film, on se rend compte que le numérique prend de plus en plus le pas sur l'animation traditionnelle, l'animation dessin. Et dans beaucoup d'interviews, les principaux acteurs, concepteurs du film se sont posés beaucoup de questions concernant la 2D et la 3D. Ils sont très au courant de ce qui se fait. Ron Clements avait vu Final Fantasy, donc la version par ordinateur qui était sortie au début des années 2000, et il se posait beaucoup de questions. Quel est l'intérêt de faire des personnages en CGI photoréaliste au lieu de personnages réels? Pour lui, l'animation en elle-même est une extension au-delà de la réalité, et essayer de rentrer l'animation dans la réalité est très difficile. On garde les performances humaines sur un personnage qui n'est pas humain. On perd l'humanité de ces personnages. Voilà, quand vous voyez les interviews, on se rend compte que ça allait travailler, ce changement. Non seulement ça allait travailler par rapport à leur propre métier, qui est de l'animation par dessin, même s'ils utilisaient des stylés et des techniques plus modernes pour faire du dessin, mais quand ils voient l'animation par ordinateur, ce que faisait Pixar, ce qu'avait fait le film Final Fantasy, ils se posaient beaucoup de questions. Je crois concernant ce film que c'est un film d'entre-deux, et ça n'a pas plu. Il fut un échec parce que le décor de l'animation a changé, le contexte. Pixar a changé la donne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils ont gagné le cœur de l'audience avant que le film de Disney n'arrive sur les écrans. Et c'est en cela que le film s'est fait battre. Après, le film reste très agréable. Moi, j'ai envie de le porter vraiment sur le devant de la scène, La Planète au Trésor. C'est un film qui est vraiment très bon, c'est un film qui a une très belle musique. Pour le coup de James Newton Howard, une musique classique très puissante qui rend compte de l'aventure avec... non, justement, pas avec des morceaux chantés, c'est assez rare. C'est finalement une bonne idée. On passe plus de temps sur l'action et sur la psychologie des personnages, même si les morceaux chantés aidaient à rendre compte de la psychologie des personnages, mais d'une façon chantée, d'une façon trop fantaisiste, alors que là, on est vraiment dans le réel. Il n'y a qu'une seule chanson, en fait, qui est plus un clip, mais que je trouvais extrêmement émouvant.
la chanson Un homme libre en français de, je crois, David Hallyday, une chanson qui est vraiment un moment fort du film à mon sens. C'est un tournant chez Disney. Les musiques depuis quelques films ne sont plus chantées par les personnages, mais elles sont extradiégétiques, c'est-à-dire hors de la fiction. On ne les entend pas dans la réalité fictive du film et nous avons du coup un clip vidéo, donc il y a une évolution aussi, c'est du Fantasia, hein. Nous avons aussi une évolution dans la composition musicale. La planète au trésor vient vraiment confirmer cette voie empruntée. La musique sait aussi se faire discrète. Ça, c'est important de le dire aussi parce que on a souvent des grosses musiques, mais à un moment, elle se calme et ça, c'est super. Mais comme je l'ai dit, je pourrais continuer des arguments sur ce film. Ça n'a pas empêché sa chute. Gros problème de marketing. Ce n'est pas un film pour les enfants, je le rappelle. Les enfants peuvent le voir. Je suis pas en train de dire que c'est un film horrible avec des monstres et tout ça. Les enfants peuvent voir ce film, mais est-ce qu'ils vont être sensibles au message ? C'est ça le truc. Le message n'est pas vraiment pour les enfants. Bien sûr, il y a de la poésie, voilà, c'est une aventure, mais je pense qu'on pourrait être 10 000 fois plus sensible si on a un âge un tout petit peu plus avancé. Ce fut un gouffre financier. Les producteurs pensaient que l'échec était du fait que le film était trop sérieux, mais c'est absolument pas le cas. Le film est aussi sérieux que le film de l'année précédente, l'Atlantide. Il y a, je pense, aussi beaucoup de points communs qu'on peut faire entre l'Atlantide et la planète au trésor. Ce sont deux films très chers, ce sont deux échecs de cinéma, et ce sont aussi deux couples de réalisateurs, mais qui ne sont pas en couple, hein, mais Gary Trousdale, Kirk Wise et John Musker and Clements ont fait toujours des films un peu en parallèle, et ici nous avons deux films qui sont très intéressants, mais qui sont complètement perdus, un petit peu dans l'oubli, hein, malheureusement, et il faut aussi en parler un peu de ces films, parce que c'est vrai qu'on pense Disney, on pense pas forcément à de l'Atlantide tout de suite. On pense vraiment aux films des années 90 qui ont marqué, mais au fer rouge Disney, et dans les années 2000, c'est un petit peu difficile, hein. En fait, j'ai aussi du mal à voir qu'est-ce qui est retenu des années 2000 parce que j'ai grandi et donc je m'intéressais beaucoup moins à Disney. Donc je pense que les jeunes générations ils se rendent compte peut-être un peu plus que moi de qu'est-ce qui est marquant pour eux dans les années 2000 que moi-même. Donc je pense que c'est quand même ces deux films sont importants. Mais bien sûr, en faire trop, comme ils l'ont fait avec ces deux films, par rapport à la concurrence acharnée en ce début d'année, je pense que ça a été un petit peu frustrant pour Disney, qui ose quand même de faire des choses, hein, mais ça n'a pas de succès. Ça n'a pas le succès qu'il aurait dû avoir. C'est bien, mais pas un grand film pour certains critiques. Mais pour moi, ça a été une très agréable surprise. Hein. Mais vraiment, je savais pas du tout ce que j'allais voir. J'avais vu une bande-annonce. J'avais vu bien sûr ce plan sur la Lune, mais je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et mis à part un truc à la fin qui m'a un petit peu gêné, ça va très vite à la fin. On prend le temps dans le récit et tout d'un coup à la fin ça s'accélère et je trouve ça dommage. Mais ça reste un film incroyable. Il a une épopée d'aventure, un film d'aventure, le film de pirate, mais aussi un film d'aventure. Et en cela je lui mettrais un bon 16,5 sur 20. C'est un film qui échappe à la tradition. C'est un vrai film hybride, dans tous les sens du terme. C'est un film qui a de l'imagination. Et on se laisse, à mon sens, assez vite transporté dans une aventure unique en son genre, en tout cas en ce qui me concerne. Hein. Après, je ne sais pas le retour du côté du spectateur comme ça qu'il a vu peut-être au cinéma. Je pouvais le voir au cinéma, mais non. J'ai pas assez motivé mes parents. Mais voilà, je l'ai loupé au cinéma et je m'en veux un petit peu. Et bien sûr, le fait qu'il n'ait pas eu de succès, il va pas ressortir au cinéma. Ou alors dans une salle. Là, on a des rediffusions en 3D. Ce serait formidable. Imaginez la Lune en 3D comme ça qui arrive. Ce serait formidable. En IMAX. Mais non, malheureusement non. Alors, je voudrais avoir votre avis justement. Est-ce que vous trouvez que je m'emballe pour rien ? Je m'emballe pour un film qui ne mérite pas d'être emballé ? Ou si vous êtes d'accord, vous trouvez que c'est vraiment un film formidable, que Disney aurait dû continuer dans ses grandes épopées connues, hein, parce que Outland l'Atlantide, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ils ont fait quand même un récit intéressant. La planète au trésor, c'est un récit que tout le monde connaît. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment une bonne idée de continuer sur des récits super connus, comme voilà, La princesse et la grenouille, ou La Reine des Neiges ? Même si j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé La Reine des Neiges. De toute façon, pensez pas un seul instant que je vais en parler lors de ce cycle, parce que ce cycle est destiné à l'animation traditionnelle, l'animation qui est en dessin avant tout
Et des films comme Réponse, comme La Reine des Neiges ou les Pixar ne sont pas inclus dans cette rétrospective. Ça ne veut pas dire que j'en parlerai jamais, ça veut juste dire que c'est pas dans le cycle et j'en parlerai pas à l'occasion de cette rétrospective Disney. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez été complètement emballé par ce film, par La Planète au Trésor ou non, hein, n'hésitez pas, surtout pas. Ça me ferait très plaisir d'avoir des retours pour voir un peu les tendances et voir si vraiment le film il a marqué ou pas du tout, les gens l'ont tous oublié ou en fait que je suis le seul nigo à pas l'avoir vu au cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, je suis de toute façon ravi de lire ce que vous avez marqué et bien sûr je suis vraiment ravi que vous me suivez encore et que vous me soutenez, ça me fait très plaisir. J'espère aussi que cette semaine pirate ça vous aura plu parce que j'ai pris beaucoup de temps pour faire toutes ces vidéos. Ça paraît démentiel le contenu comme ça par jour, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel parce que c'est la première fois que je fais un événement pareil. Ça reviendra, je pense qu'avec Mad Max, je referai une semaine comme ça. Mais je voulais tester le truc. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très très plaisir d'avoir vos retours sur cette semaine, sur cette concentrée de pirates. Est-ce que vous aurez peut-être souhaité plus de vieux films ? C'est un choix. C'est vraiment un choix arbitraire que j'ai fait sur la sélection des films. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres films de pirates. Des films qui sont vraiment pas très connus. Des films des années 60, 50 encore. Des films aussi qui ne sont pas vraiment sur la piraterie, mais plus sur les films en haute mer, comme par exemple Les Révoltés du Bounty, dont j'ai souvent parlé, ou aussi Master and Commander, mais qui ne sont pas vraiment des films avec des pirates. Donc je les ai pas inclus, mais ça me donne envie aussi d'en parler. Donc n'hésitez pas à me faire aussi ce retour général sur la rétrospective. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup et je vous dis à très bientôt, à dans quelques semaines, à dans 2 semaines à mon avis pour la prochaine vidéo, parce que là vous avez au moins du contenu pour 2 semaines, hein. Si vous n'avez pas tout vu à la chaîne. En tout cas, moi je vais me faire une petite pause, je vais préparer Lilo et Stitch, donc restez à l'écoute, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!